Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 2 d'Inspire Actu. Mon invité aujourd'hui, c'est l'humoriste Tania Dutel. Avec elle, nous allons parler d'un sujet qui l'a concerné pendant sa jeunesse, le harcèlement scolaire. Malheureusement, il fait bien trop souvent l'actualité. Aujourd'hui encore, un jeune de 15 ans s'est suicidé des suites du harcèlement qu'il subissait au collège. Plus largement, nous parlerons du jugement des autres en humour, puisque c'est le thème du spectacle de Tania, qui reviendra à partir du 7 octobre prochain au Théâtre de l'Européen à Paris. Bonjour Tania Dutel. Bonjour Maxime. Merci d'accepter l'invitation Inspire Actu. On va parler avec toi, c'est la rentrée. Ça va être pour beaucoup de jeunes le retour au collège, au lycée, à l'école. Une rentrée qui pour certains est synonyme de retrouver ses copains après l'été. Pour d'autres, c'est de l'angoisse aussi qui peut revenir parce qu'on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Le gouvernement commence à plancher sur le sujet. Le harcèlement scolaire est quelque chose qui arrive beaucoup malheureusement à l'école. Toi, tu l'as vécu. On va parler aussi d'humour puisque tu es humoriste. C'est peut-être aussi une arme pour se défendre contre le harcèlement scolaire. Et puis d'un spectacle, on en parlera tout à l'heure, qui reprend à l'Européen le 7 octobre prochain, une tournée en Asie, on en reparlera. Mais déjà, si on reste sur ce sujet-là, celui du harcèlement scolaire, comment tu l'as vécu et comment, à un moment donné, l'humour a été une arme que tu as réussi à utiliser? Je pense que je le vivais pas comme c'est vécu aujourd'hui. J'étais pas, moi j'aimais vraiment l'école, donc j'étais toujours contente d'aller à l'école. J'ai jamais eu d'angoisse d'aller à l'école. Parce qu'il n'y avait pas vraiment, j'ai l'impression à mon époque, de groupes qui étaient liés contre une personne. Il n'y avait pas vraiment ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas aujourd'hui. On le voit notamment avec les réseaux sociaux. Moi, c'était pas ça. C'était des gens qui se foutaient de ma gueule tout le temps. Et dans mes tout premiers souvenirs, d'ailleurs, puisque j'ai dû faire 1 ou 2 ans, ma toute première école. J'étais dans une école. Après, mes parents nous ont changé d'école avec mon frère. Mais mes premiers souvenirs de cette école, c'est de devoir courir dans la cour parce qu'il y avait un garçon et une fille qui me couraient après pour me taper, parce que j'étais grosse. Donc, ou est-ce que c'était une technique pour eux de se dire, au moins en la faisant courir, elle va maigrir, je sais pas. Mais c'est dans mes tout premiers souvenirs. Mais après, si tu veux, c'était pas... les gens étaient pas sympas avec moi. Mais justement, en étant drôle, ça allait. Et j'avais pas... Il y a des gens que j'avais peur de voir. Ça, c'était surtout au lycée. Il y avait vraiment des gars, ils étaient horribles avec moi. Et quand je les croisais dans le couloir, j'essayais un peu de me planquer parce que je savais que j'allais encore me faire insulter alors que je les connaissais pas du tout, quoi. Mais ouais, c'était pas... Puis les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, tu rentrais chez toi, t'étais tranquille. Et justement, les réseaux sociaux, alors ça aussi, ça fait partie de la palette aujourd'hui de communication pour un humoriste. Ça permet aussi de faire connaître son spectacle avec des extraits. Ouais. Ça peut être et une arme contre les gens, puisque le harcèlement scolaire continue après. Toi, comment tu fais aujourd'hui? C'est plus du harcèlement scolaire, mais des haters, s'il y en a. Comment tu fais par rapport aux commentaires? Comment je fais? Il y a quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ça pour moi. Moi, je regarde plus les commentaires. Après, évidemment, les derniers qui viennent d'être mis, quand je clique sur mes notifications, je peux les voir s'ils viennent d'être publiés. Donc, des fois, j'en vois un petit peu. J'ai publié un extrait d'une chronique. Donc là, on est début septembre. J'ai publié un extrait de chronique fin juin où je parle de fellation dans l'émission de Léa Salamé. Et ben aujourd'hui encore, alors que ça fait 3 mois, et je reçois encore des commentaires tous les jours de gars qui sont pas contents, de femmes aussi. Euh, des fois, je leur réponds, mais je leur réponds un peu en me foutant de leur gueule en vrai. Et sur cette question justement de sujet qu'on peut aborder, souvent on se dit est-ce qu'on peut rire de tout? Alors c'est vrai que le sujet est éculé, est-ce que les femmes ont le droit de parler de tous les sujets? C'est pareil, mais concrètement, au quotidien, quand on est humoriste et quand on est une femme, est-ce qu'on se limite au moment de l'écriture? Est-ce qu'on se limite après avoir fait la vanne par rapport aussi à ce qui fait rire ou pas son public? Moi, je me limite plus. Je me limitais avant, je me limite plus, puisque justement, quand je me limitais, je m'en prenais tellement plein la gueule que je dis, bah, du coup, ça sert à rien que je me limite, parce que finalement, les retours seront les mêmes si je me limite pas. Donc, j'ai arrêté de me limiter. Et justement, chose que je faisais pas avant, mais je commence de plus en plus à même faire des blagues pour provoquer parce que ça m'énerve. Par exemple, dans la dernière chronique que j'ai faite sur France Inter avant-hier, je la commence en parlant justement des commentaires sur les réseaux par rapport à la fellation.
Et là, je suis allée beaucoup plus loin parce que je dis, en fait, j'ai juste dit le mot fellation. Tout le monde disait que c'était vulgaire. C'est pas vulgaire d'utiliser le mot fellation. Dire qu'on met la teub en entier dans notre bouche avec les deux boules, là, oui, c'est vulgaire, mais pas fellation. Donc, ça m'énerve tellement. Et là, c'est vraiment pour provoquer les gens que je trouve bêtes. Surtout qu'il y a une différence qu'on fait entre les gars et les filles là-dessus. Sur scène, les hommes ont le droit de dire des mots plus vulgaires, parce que dans la bouche d'une fille, c'est... Évidemment, après, si tu regardes sur les réseaux sociaux, les gens vont dire l'inverse. Par exemple, il y a un gars qui a dit si c'était un homme qui avait dit ça, il y aurait déjà la chasse aux sorcières. Je dis alors vraiment, lis les commentaires sous ma vidéo. Ouais. Ça, c'est quand même assez fou. Les hommes se positionnent énormément en tant que victimes sur les réseaux. C'est-à-dire que même quand tu fais un truc où tu les attaques pas, mais tu vas parler d'eux, un exemple très bête, j'avais sorti cet extrait d'une vidéo de mon passage Netflix où je disais, vous aussi les filles, quand vous couchez avec un mec pour la première fois, vous avez l'impression qu'il essaie de faire du feu avec votre vagin. Tu le prends pas personnellement. Non. Je suis pas en train de dire tous les hommes essaient de faire des feux de forêt. Je dis, bah, les hommes sont susceptibles. Évidemment pas tous, mais putain, il y a beaucoup de gars qui l'ont très mal pris. Donc je pense qu'ils utilisent très mal leurs mains et ils se sont sentis extrêmement vexés. Donc là, ça a taclé. Et le regard sur les réseaux sociaux, justement, toi, ta consommation des réseaux sociaux, elle se résume à quoi? Je suis pas une grande consommatrice des réseaux sociaux. Tout ce qui est TikTok, je regarde absolument pas. Et quel regard tu portes justement sur la société à ce niveau-là? J'ai beaucoup de mal. Mm. Je suis très dépendante des réseaux sociaux dans le sens où je suis obligée aussi de poster pour que les gens viennent voir le spectacle, puisqu'aujourd'hui ça fonctionne comme ça. Mais si ça fonctionnait pas comme ça, je pense que je n'aurais pas du tout de réseaux sociaux parce que même ce truc, pendant plusieurs mois, j'ai plus du tout fait de story. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu obligé d'en faire pour que les gens aussi voient notre tête. Et donc, après, cet été, j'en ai fait qui m'ont fait marrer. Mais je suis pas du tout fan et ça me fait beaucoup de... J'ai très peur des réseaux sociaux. Pas pour moi, pour les jeunes générations. Ça me terrifie. Ça me terrifie parce que même moi, je me dis, si les réseaux sociaux avaient existé quand j'étais au collège et au lycée, eh ben, je sais pas ce que je serais devenue parce que je pense qu'il y aurait eu des groupes contre moi. Et ça me terrifie pour tous ces collégiens et ces lycéens. Je trouve ça absolument horrible. Et j'espère vraiment que le gouvernement, là, va s'activer. Vraiment, vraiment, vraiment. Le fait que le harcèlement s'arrête plus à l'école, mais qu'il continue même à la maison une fois Exactement. rentré. Exactement. C'est horrible. Les parents ne le voient pas parce que les enfants ne vont pas leur dire. Donc, il y en a qui disent oui, il faut que les parents parlent à leurs parents, que les enfants, pardon, parlent à leurs parents, mais c'est pas si simple. On n'a pas envie d'aller dire qu'on est une victime. Moi, je sais que mes parents ont dit à quelqu'un, elle aurait dû nous dire qu'elle se faisait emmerder à l'école. Bah non. On n'a pas envie de dire qu'on est une victime. On prend sur soi, on la ferme, on la boucle et on attend que le temps passe. Tu parles aussi certaines fois dans des interviews de troubles du comportement alimentaire, de la boulimie dans ton cas. Est-ce que déjà tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Parce que ça touche quand même, je crois, 2 à 4% des Françaises aujourd'hui. Ça touche beaucoup de personnes et beaucoup plus d'hommes aussi qu'on ne le croit. Évidemment, beaucoup plus de femmes, hein, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont impactés et touchés par ça. En fait, il va y avoir plusieurs profils différents. Moi, j'ai commencé quand j'étais en quatrième. En fait, que je mangeais et j'allais me faire vomir après en me disant, au moins, je vais pas grossir. Mais malheureusement, quand on commence à tomber dans ce cercle-là, on en sort très difficilement. C'est très lié à mes émotions, je pense, comme la plupart des gens qui sont touchés par ça. Donc, ça va dépendre de mon état d'esprit. Si je suis bien, ça va. Si je suis pas très bien, je vais... Et j'ai ça depuis la vingtaine, c'est que justement, c'est plus le truc où je vais manger et me faire vomir, c'est que je vais très peu m'alimenter. Et concernant ton enfance, justement, on sait souvent que l'enfance va déterminer l'adulte que l'on sera. Comment toi tu penses que cette petite Tania à l'époque regarderait celle qu'elle est aujourd'hui? Je pense qu'elle serait quand même étonnée parce que déjà, elle était persuadée de faire un métier dans les sciences. Et je pense que, en parlant d'une enfant, je sais pas si on peut utiliser le mot fierté, parce que les enfants, en tout cas, j'ai pas eu de sentiment de fierté quand j'étais enfant, donc est-ce que je savais vraiment ce que c'était? Mais de voir que malgré tout ce que je vivais avec la haine des autres, j'ai réussi à
à faire ça et à subir encore autant de haine et j'en suis contente. Mais non, ouais, quand même de la fierté de voir que j'ai réussi à faire ça. Même si, voilà, il y a des gens qui me découvrent aujourd'hui et qui croient que j'ai fait une seule chronique et que... Ah oui, on m'a demandé qui était mon père il y a pas longtemps. J'ai failli lui envoyer un site de généalogie parce que du coup, il pensait que j'étais pistonnée. Ou alors Yves Duteil, vu qu'on m'a déjà demandé Ouais, si j'étais la fille de Yves Duteil, alors que ah, ça c'est c'est pas quand même pas pareil. pareil. Mais ouais, non, de la fierté. Et c'est une revanche, quelque part? Ouais, complètement. Complètement. C'est terrible hein, ce que je vais dire, et on va me juger pour ça. Mais tous les gens dans mon école qui se foutaient de ma gueule, peut-être qu'ils sont très heureux de leur vie aujourd'hui et je leur souhaite d'être très heureux de leur vie. Mais ben, c'est la vie cliché des gens, quoi. Où ils sont tous restés là-bas, ils sont tous mariés avec la personne qu'ils ont connue au lycée. Et c'est pas un jugement que j'aimais, c'est que peut-être ils sont contents de cette vie et c'est trop bien pour eux. Moi, c'est pas celle Enfin, je pensais avoir cette vie. Et finalement, c'est pas celle que j'ai eue et je suis contente de voir que j'ai réussi à faire ça. Et effectivement, pour moi, c'est une vraie revanche. T'as des nouvelles Pas du tout. de personne? Non, il y a une fille qui était à l'école avec moi qui m'a recontactée. Je l'ai vue cet été, mais elle a toujours été gentille avec moi, donc je l'ai revue. Les autres, les dernières fois que j'en ai croisé dans mon village, quand ils me voyaient, ils tournaient la tête. Et c'est pas moi qui étais odieuse avec eux, hein, c'était vraiment l'inverse. Peut-être par honte aussi? J'en ai aucune idée. Après, j'entends, on me raconte des trucs, parce que évidemment, je suis quand même amie avec des gens de là-bas, donc je sais que ça parle beaucoup de moi, mais personne ne me dit rien. Ça me fait penser à une question qu'on aura l'occasion de revoir bientôt, parce que dans l'émission avec Camille Lacour qu'on a enregistrée avant l'été, quelqu'un de la salle lui a demandé mais comment vous réagissez par rapport à ce qu'on dit souvent, les Français ont du mal avec le succès des gens. Il y a un peu de jalousie parfois. Comment toi, alors au-delà du Beaujolais d'où tu viens et de ces gens-là, comment tu imagines ce que le succès que tu peux avoir aujourd'hui peut influer sur le regard des Français? Jalousie, je sais pas, ce serait peut-être quand même très prétentieux de dire ça, mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu. Et du coup, bah, j'ai encore un exemple à donner de cet été, encore une histoire de commentaire. J'en reviens à la chronique dans l'émission de la Salamé. Quelqu'un dit: «C'est honteux de parler de ça, il y a des enfants qui écoutent la radio» et il y a un gars qui lui répond en disant: «Je pense pas que des enfants écoutent, l'émission de la Salamé, donc calme-toi, même si je trouve aussi que cette chronique est nulle à chier». Et en fait, tu vois, au début, tu vois, il prend un peu c'est hyper pertinent ce qu'il dit Ouais. et après il me défonce et moi ça m'a fait rire, donc je lui ai répondu alors que je réponds rarement aux commentaires, avec les émojis qui pleurent de rire et là, de voir que je lui ai répondu, il m'a dit: «Oui, pardon, en fait, je connais pas le reste de ton travail, peut-être que c'est super, mais en tout cas bravo parce que tu fais le métier que j'aurais rêvé de faire». Donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Donc je pense qu'il y en a, ils vont juger parce qu'effectivement ils auraient voulu faire ça. Donc il y a peut-être un peu de jalousie, mais la plupart des gens, je crois pas qu'il y ait de jalousie. Dans ce que je te disais tout à l'heure avec le truc où, peut-être ceux qui sont mariés avec la personne avec qui ils étaient au lycée sont très heureux de ça. Je pense que c'est le schéma de beaucoup de gens et ils sont heureux de ça. Moi d'une certaine manière, j'aurais aussi, voulu vivre ça, tu vois? De savoir qu'il y a des gens, ils sont restés 50 ans ensemble, je trouve ça trop beau. Bah, moi, j'aurais jamais connu ça de ma vie, au final. Donc je sais pas si on peut parler de jalousie, mais pour une toute petite partie, hein. Sinon, c'est pas ça, je pense que beaucoup de gens sont contents d'être là où ils sont et je les comprends parce que la notoriété, c'est pas quelque chose qui est facile, hein. Et justement, on va parler de la notoriété. Comment toi, tu évalues ça? Tu as quand même pas mal de succès. Depuis quelques années, on te voit un peu partout, Netflix, France Inter, tu le disais. Sur les réseaux sociaux, évidemment, tes sketchs sont vus des milliers et des milliers de fois, puisqu'il y a aussi Montreux, le festival. Donc il y a pas mal d'extraits qui circulent. Comment toi, tu l'as vécu? C'est quelque chose que tu avais appréhendé? Et comment tu le vis aujourd'hui? Je suis pas très connue, on me reconnaît un peu dans la rue. Moi, j'ai la chance que les gens qui me reconnaissent sont polis avec moi parce que des fois, je suis avec, des amis humoristes et les gens leur sautent dessus et je trouve que c'est très limite comme façon de faire. Après, comme j'ai aussi beaucoup changé de tête parce que j'ai énormément de variations de poids, ça se voit dans mes vidéos. J'ai aussi changé de couleur de cheveux. Il y en a qui sont restés au fait que je suis blonde alors que je suis plus blonde depuis 2 ans. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui me reconnaissent pas. Mais quand ça m'arrive, ça me met pas très à l'aise. Hier, par exemple, je buvais un verre avec une amie et il y a quelqu'un qui est venu me demander
si j'étais humoriste parce que ses potes ont cru m'avoir reconnue. Mais elle l'a dit hyper fort dans le restaurant. Et donc, j'étais très mal à l'aise parce que bah, tout le monde s'est mis à me regarder en même temps. Donc, j'étais très mal à l'aise. Et après, moi, dans la rue, pareil, je suis très discrète. J'aime pas trop. J'ai toujours peur qu'on me reconnaisse parce que j'ai aussi peur de tomber sur quelqu'un qui va pas m'aimer, qui va pouvoir potentiellement être violent. Donc, en principe, on me voit dans la rue. La plupart du temps, je marche tête Ouais. baissée. Je suis discrète. Ouais, j'aime pas trop qu'on me reconnaisse parce que même des fois, je me dis, je peux pas vraiment faire ce que je veux. Tu vois, c'est des trucs bêtes, mais même si je parle beaucoup de ma vie sexuelle ou ce genre de trucs dans mes passages et que ça sort sur internet, évidemment, je choisis ce que je raconte, hein. Je sais qu'il y a des gens, ils croient que, j'ai des rapports sexuels matin, midi et soir, c'est absolument pas du tout le cas. Hem, mais après ma vie vraiment privée, dans mon spectacle, il est impossible de savoir si je suis célibataire ou en couple. Je n'en parle absolument jamais et donc quand je suis avec quelqu'un dans la rue, ben, je suis toujours mal à l'aise et j'ai peur qu'on me reconnaisse et que ça me met mal à l'aise et donc j'ai l'impression un peu de pas être temps libre. Mmh. On dépend vraiment du regard des autres qui nous jugent tout le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les autres nous jugent. Si jamais il y a des gens dans la salle qui disent non, franchement, moi je vis pour moi, je vis pas pour les autres, très bien, je vais te poser une question qui va parler à tout le monde. Est-ce que quand tu te retiens de péter, c'est pour toi ou pour les autres? Que tu te fais mal au ventre? Et qu'à un moment tu te dis excusez-moi, je vais aux toilettes alors que tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, tu vas juste péter? Pour qui est-ce que tu fais ça? C'est clairement pour les autres, c'est pas pour toi. Moi, ma vie, elle dépend tellement du regard des autres que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Si j'ai fait de la chirurgie esthétique, qui dit non? C'est toi? Eh ben, j'ai fait de la chirurgie esthétique à cause des autres. Bah si. De quoi? J'ai toujours pas entendu. Mais merci. Mais parce que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Ce spectacle, on va en parler un petit peu, les autres, on l'a déjà dévoilé au fur et à mesure de l'émission, à l'Européen le 7 octobre, aussi en tournée. À partir du 7 octobre. À partir du 7 octobre. Mais enfin, c'est un retour, puisque tu y étais déjà l'année Tout à dernière. fait. Là, une tournée en Asie, qu'est-ce que ça fait de commencer comme ça, à partir un petit peu aux quatre coins du monde? Bah ça, j'ai déjà fait, enfin aux quatre coins du monde. J'ai quand même pas mal joué au Canada. Ouais. Mais bon, j'ai toujours joué dans des pays francophones. Là, c'est la première fois que je vais jouer dans d'autres pays pour des expats. Ben, du coup, vous l'aurez fallu me poser la question dans un mois. Voilà. Parce que là, du coup, je sais pas. J'appréhende un peu parce que même si c'est des Français expatriés, je sais que les cultures asiatiques sont peut-être un petit peu plus prudes. Et donc, peut-être que si ces personnes françaises qui habitent là-bas, je sais pas, peut-être se sont très bien intégrées, il y a peut-être des choses qui vont les choquer dans mon spectacle. Donc, j'appréhende un petit peu, mais on verra. J'ai pas, là, pour l'instant, je peux pas savoir. On parle de sexualité, on parle de beaucoup de sujets de la vie quotidienne, j'ai envie de dire, dans le spectacle. C'est quoi ta définition, toi, du stand-up? Ma définition à moi, c'est de raconter notre vie personnelle pour que les gens puissent s'identifier. Après, il y en a d'autres, ça va être de parler de sujets politiques ou autres, mais, et ça reste évidemment du stand-up. Mais en tout cas, moi, ma façon de faire, c'est vraiment c'est que les gens puissent s'identifier. Et donc, en parlant de nous, il y a quand même des chances qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on vit. Et quels sont les sujets qui sont les plus touchy, j'ai envie de dire, à aborder, ceux qu'on va beaucoup plus expérimenter dans les cafés-théâtres, dans les comédie-clubs, pour essayer de voir justement si ça prend ou pas? Tous, en fait, on est obligé de tout tester en comédie club pour voir justement si ça fonctionne. Il y en a que je vais avoir un peu plus de mal. Par exemple, les TCA, j'ai pas vraiment, je l'ai pas vraiment joué en comédie club. Parce que le sujet, il peut être un peu compliqué et ça peut refroidir la salle quand c'est pas dans un ensemble. Quand c'est pas dans un spectacle où vraiment les gens, ils voient comment t'es, ils te connaissent un peu à travers ce que tu racontes. Tu peux aborder ce sujet-là, ça va être un truc en plus. En comédie club, si tu parles que de ça peut être compliqué. Ça veut pas dire que ça va pas marcher. Mais moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée de faire ça. Donc, je l'ai un peu joué en comédie club, mais pas trop. Mhm. Et tu le dis, hein, c'est interdit aux moins de 16 ans, ton spectacle. Déconseillé. Déconseillé, mais en tout cas, voilà, c'est pas interdit justement. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des enfants qui sont dans la salle. Alors certainement Ouais. que les parents n'ont pas été assez vigilants en regardant l'affiche du spectacle. Comment on l'aborde? On se dit, tant pis, mon spectacle va pas changer d'un centimètre. Ou est-ce qu'on adapte quand on sait qu'il y a un enfant dans la salle? Alors, je n'adapte pas puisque je vais pas changer le spectacle pour tout le reste des gens qui a payé pour venir voir le spectacle.
Et c'est pas forcément un manque de vigilance parce qu'il y a des parents qui sont venus avec leur enfant, mais en Connaissance de sachant, cause. exactement, en sachant de quoi j'allais parler. Et ça les gêne pas parce ils sont ouverts. En fait, ce que je raconte dans mon spectacle, il y a rien vraiment de sale. Je parle de la vraie vie et même dans ma façon de parler, je fais quand même attention aux mots que j'utilise. On ressort pas en étant choqué, à moins d'être extrêmement prude, sinon on ressort pas choqué. Donc en vrai, j'ai eu beaucoup d'enfants dans les salles. Il y a eu une seule fois où la maman est sortie avec sa fille parce que là, elle savait pas du tout. C'est arrivé une seule fois. D'accord. On parle d'inspiration aussi. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire? Je crois qu'au départ, c'est Mustapha El Atrassi qui te donne envie de faire ce métier. Et depuis, où est-ce que tu vas puiser tout simplement l'inspiration? Et est-ce qu'il y a des figures de l'humour aujourd'hui qui t'ont donné envie aussi d'aller sur ces sujets-là? Effectivement, c'est Mustapha El Atrassi qui m'a donné envie de faire ça quand je suis allée voir son spectacle en arrivant à Paris. C'était en 2009, 2008, 2009, je ne me rappelle pas. Et en fait, je m'inspire de ma propre vie. Donc, je me dis pas, tiens, je vais regarder telle personne pour voir. Je vais regarder par intérêt parce que j'ai envie de voir le spectacle. Mais je me dis pas, je vais voir de quoi cette personne parle pour essayer de faire des choses similaires. Il y a des gens qui vont m'inspirer, mais quand je dis inspirer, c'est plutôt dans le sens où je trouve ça, c'est plutôt j'ai de l'admiration pour ces personnes, notamment Shirley Soignon, les sujets qu'elle aborde et la façon dont elle les aborde. J'ai de l'admiration pour son travail. Et comment vit du coup un spectacle justement? Parce que c'est, à la différence d'un film, une fois qu'il est tourné, on le regarde, on peut le regarder plusieurs fois, c'est toujours le même. Le spectacle, pour le coup, on peut avoir apprécié le voir à Paris, puis aller le voir ensuite en tournée. Comment il vit à travers justement cette durée qui va durer entre 1 et 3 ans en moyenne pour les spectacles? Ça m'est déjà arrivé que des gens viennent plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui est venu me voir à la Scala, c'est la 4e fois qu'il venait. Et effectivement, il m'a dit qu'à chaque fois, il y a des choses qui changeaient. Il y a de l'impro aussi dans les spectacles, donc effectivement, c'est pas comme un film. Déjà, selon comment on va peut-être pas jouer de la même façon. On va pas dire les blagues de la même manière. Et effectivement, on le fait évoluer. Il peut y avoir de l'impro, des phrases d'impro qu'on va pouvoir garder pour les dates d'après, qu'on va vraiment intégrer au spectacle. Et des fois, il y a des sujets qu'on n'a plus envie de jouer, donc on les enlève et on écrit autre chose, donc on va rajouter ça à la place. Donc vraiment, ça peut... Il y en a qui font pas du tout évoluer, mais c'est quand même assez rare en stand-up. En principe, on fait pas mal évoluer les spectacles. Parfois, on peut avoir l'impression, moi ça m'est arrivé en allant voir des humoristes, de le connaître déjà un petit peu parce qu'il y a des extraits qu'on voit évidemment sur les réseaux sociaux. Et on est très content de pouvoir en voir d'ailleurs le reste du temps. Mais qu'est-ce que ça fait quand on a l'impression d'ennuyer les gens parce qu'ils ont déjà vu le sketch en question? C'est effectivement un truc compliqué parce que effectivement j'ai un passage qui parle des catacombes qui est sorti sur internet et que j'ai gardé dans mon spectacle et c'est un passage un peu long et des fois il y a des gens qui aiment pas voir des choses qui sont déjà sorties sur internet et après c'est la plupart des artistes ont dit tout ça, c'est que les chanteurs, tu vas les voir en concert, tu es trop content de chanter avec eux parce que tu connais les chansons. Mais non, en stand-up, il y en a, ils veulent pas revoir les trucs. Mais évidemment, c'est pas tout le monde. Parce que des fois, il y a des passages. Avant, mon gros hit d'avant, c'était L'esthéticienne. Et ben encore aujourd'hui, on m'en parle, on me dit, vous l'avez pas fait, sauf qu'il date de 6 7 ans. Donc heureusement même que je le fais plus. Mais donc, en fait, c'est ça, c'est... On ne peut pas contenter tout le monde et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. Parce que des fois, ils veulent voir des trucs qui sont sortis, ils veulent pas voir des trucs qui sont sortis, mais personne pense pareil. Donc, il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord et on fait une salle où je vais jouer les catacombes et d'autres où là, du coup, je le joue pas, quoi. Mais après, je fais attention à pas avoir trop de trucs qui sont déjà sortis sur Internet. Mon spectacle, il dure 1h20, 1h25 et au max, il y a 15-20 minutes qui sont sur Internet. Donc, il y a quand même 1 heure qu'ils ont vu nulle part. Pour la partie France Inter, là c'est beaucoup plus récurrent. Là, on est obligé de faire des choses nouvelles à chaque fois. C'est quoi la différence concrète entre l'écriture d'un spectacle et l'écriture d'une chronique? Alors, la vraie différence, c'est que la chronique, on peut pas la tester avant. Donc, même s'il y a des trucs, on croit que ça va être drôle, et ben, potentiellement, ça va pas l'être. Donc, c'est un peu plus ça le risque. Moi, pour mes chroniques, parce que sur France Inter, c'est pas le cas dans toutes les émissions. Il y en a, ils ont des sujets libres, billets d'humeur, ce qu'ils veulent. Moi, c'est sujet imposé. Donc, je suis obligée de traiter le sujet qu'on m'envoie. Donc, ouais, c'est vraiment une autre écriture, puisque là où, dans mon spectacle, je vais parler plus de moi, les chroniques, j'essaie toujours de les relier à moi pour justement essayer un petit peu plus que ça parle aux gens. Mais je fais aussi quand même pas mal de recherches avant pour pouvoir écrire. Il y a des sujets où je vais avoir plus de recherches à faire que d'autres.
Et le fait que le public soit, c'est pas en direct comme dans une salle de spectacle, c'est perturbant. C'est un autre exercice. Après, on a quand même les chroniqueurs et le présentateur qui sont avec nous, qui sont quand même, qui jouent le jeu et quand ça les fait rire, ils rigolent. Et justement, des fois, c'est ce qui ressort dans les chroniques, c'est allez, ils se forcent à rire. Et pour le coup, non, parce qu'il y a des moments où je pense que ça va être drôle et ils rigolent pas du tout. Donc je crois qu'ils se forcent pas, hein. Demain, dans le plus long terme, quand ce spectacle sera terminé, il y a des choses qui te font rêver, parce qu'on voit beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui sont au cinéma. Tu as déjà travaillé avec Netflix sur de l'humour, hein, sur un sketch. Mais est-ce que, Tania Dutel, dans une série télé, dans un film, c'est possible? C'est possible, c'est pas mon but. Je crois que je préférerais écrire. On en revient à ce que je te disais aussi tout à l'heure, les trucs de notoriété, c'est pas... Je pense que je préférerais écrire que jouer, mais j'aime aussi jouer. Donc, si j'ai des propositions et que ça me plaît, j'y vais. Mais c'est pas mon but. Je n'ai pas fait du stand-up pour devenir actrice. Un mot peut-être pour dire à ceux qui nous regardent de venir voir ce spectacle à Paris, mais Venez aussi pas, en hein. tournée dans toute la France. Ah, venez pas. Non. De toute façon, les catacombes, il est sur Internet. Alors. Aucun intérêt. Non, bah, je sais pas. Allez voir des vidéos. Je parle un peu de sexualité, mais franchement, ça va. Mais si pour vous, c'est déjà trop, bah ouais, peut-être venez pas. Mais franchement, on passe un bon moment. Et je suis gentille. Beaucoup de bienveillance, me semble-t-il, quand même. Beaucoup de bienveillance, de mon côté. C'est vrai que maintenant, il y a une nouvelle mode où on insulte le public. C'est pas quelque chose que je pratique. Donc, tu peux te mettre au premier rang. Jamais je t'insulte. Si tu me craches à la gueule, c'est autre chose. Mais je vais pas t'insulter.